Nous renouons à peine avec la croissance que déjà une nouvelle menace se profile, le ralentissement des émergents, avec en première ligne la Chine, où le gouvernement a presque officialisé, a acté la fin de la croissance à tout va. Alors comment la Chine va-t-elle s'adapter? Quelles répercussions sur la croissance mondiale? Pour décrypter la situation, j'ai invité Françoise Lemoine. Bonjour Françoise Lemoine. Bonjour. Alors vous êtes économiste conseiller au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, chercheur associé au Centre d'études sur la Chine contemporaine et co-auteur de L'économie des briques dans la collection Repères des éditions La Découverte. Alors première question pour prolonger mon introduction, est-ce que vous avez le sentiment que la Chine pourrait connaître un hard landing, un décrochage brutal ? Je ne parlerai pas de hard landing, mais il est incontestable qu'il y a un ralentissement de la croissance de l'économie chinoise, surtout par rapport au rythme de croissance auquel la Chine était habituée au cours des années 2000, qui était autour de 10%, et on est passé en dessous de 8 l'année dernière, et au deuxième trimestre de cette année, on est autour de 7,5. Donc il y a incontestablement un ralentissement. Je pense néanmoins qu'il y a maintenant une certaine stabilisation, c'est-à-dire que la Chine ne devrait pas tomber en termes de croissance du PIB cette année en dessous de 7,5%. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de signes de stabilisation au niveau de la production industrielle, au niveau de la consommation des ménages, et puis aussi peut-être surtout parce que le chiffre de 7,5%, c'est le chiffre officiel, donc ça serait assez de mauvais augure pour les nouveaux dirigeants que de tomber en dessous de 7,5%. Mais un ralentissement des exportations lié à une contraction de la demande mondiale pourrait-elle aggraver la situation en Chine? Si vous voulez, le choc lié au ralentissement de la demande mondiale, il a frappé la Chine en 2009, quand ses exportations, suite au ralentissement, enfin suite à la crise financière et économique internationale, ses exportations baissaient en volume de 15%. Le ratio des exportations sur PIB s'est effondré. Et donc à la fin de 2008, pour amortir le choc de cet effondrement, la Chine a lancé une politique de relance de la croissance interne. Depuis, ces exportations sont nettement, ont un peu repris, mais ne constituent plus un moteur de la croissance comme elle pouvait l'être au cours des années 2000, avant la crise. Ce que je dirais, c'est que maintenant la Chine s'est habituée en quelque sorte à un ralentissement de la demande extérieure. Elle ne compte plus sur la demande extérieure pour dynamiser sa croissance. Elle a compté lors du plan de relance sur la relance des investissements qui ont été des investissements massifs dans les infrastructures, aussi dans les capacités industrielles, et cette relance par l'investissement a réussi à maintenir le taux de croissance de l'économie chinoise jusqu'en 2009-2010 autour à des niveaux relativement élevés. Maintenant, ce plan de relance est terminé. La demande extérieure n'est toujours pas moteur pour la croissance puisque les exportations, notamment vers l'Europe, encore cette année, ont baissé. Mais ce que le gouvernement escompte maintenant, c'est que la consommation des ménages, qui jusqu'à présent a été le maillon faible de la croissance, va prendre le relais de la demande extérieure et aussi de l'investissement, parce qu'il y a eu trop d'investissements liés au plan de relance. Il y a eu des excès d'investissement, la création de surcapacités, de la spéculation immobilière. Alors oui, justement, j'allais y venir. 2013 n'est pas tout à fait la même situation que 2009. Il y a ce risque de crise financière. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai danger pour la Chine, qu'il y a une bulle spéculative qui pourrait éclater? Il me semble que la bulle spéculative dans le domaine immobilier, elle a été plus ou moins maîtrisée par les autorités au prix de contrôles, notamment sur la capacité des gouvernements locaux à se lancer dans les projets immobiliers, aussi par une politique monétaire plus restrictive. Mais bien sûr, comme l'immobilier est devenu un des secteurs qui, depuis 2008, a boosté la croissance chinoise, c'est devenu un secteur très important, à la fois par les effets d'entraînement qu'il a en amont, sur la production d'acier, sur la production de verre, sur le bâtiment. C'est un secteur aussi qui est très important, l'immobilier, pour les autorités locales, qui tirent des projets immobiliers qu'ils vendent par le biais de plateformes spéciales qu'ils ont mises en place. Ils tirent une fraction très importante dans leurs revenus. Donc le gouvernement est pris entre l'impératif de réduire la spéculation immobilière pour contenir la bulle, voire la dégonfler, ce qu'il a tenté de le faire et ce qu'il a dans une certaine mesure réussi, et
l'impératif et les pressions qu'il peut y avoir de la part du secteur immobilier, des autorités locales aussi, pour continuer à ce que l'activité dans le secteur immobilier continue à être un élément porteur de la croissance chinoise. Et c'est vraiment un dilemme très difficile à gérer pour le gouvernement chinois. Alors, plus généralement, la Chine est en train de perdre son statut d'atelier du monde. Un exemple frappant, c'est H&M, le Suédois, qui a délocalisé ses usines de Chine vers l'Éthiopie. Alors, vers quel modèle économique se dirige la Chine ? C'est sûr qu'elle se dirige vers un modèle qui va être très différent de celui qu'elle a suivi depuis 3 décennies, depuis dans les années 80, 90 et 2000. La Chine n'est plus un pays où les salaires sont les plus bas. Les salaires ont beaucoup augmenté en Chine ces 10 dernières années et aussi c'est surtout depuis en fait 2005. Et c'est très largement lié à un retournement de la situation démographique chinoise, puisque depuis les années 80 et disons jusqu'en 2010, la Chine a fait face à un considérable afflux de population en âge de travailler lié à sa structure démographique. Il y a eu plus de 350 millions d'augmentation de la population en âge de travailler entre 1980 et 2010. À partir de 2010-2015, on entre dans une phase où la population en âge de travailler en Chine stagne et les catégories même les plus jeunes de cette population, les 15-24 ans, leur nombre commence à diminuer. Donc la Chine n'a plus besoin d'avoir la très forte croissance qu'elle avait au cours des 3 décennies précédentes. Il y a toujours besoin de créer des emplois, bien sûr, mais plus dans les proportions qui ont été le cas au cours des 30 dernières années. Donc c'est un facteur qui pèse, enfin qui ralentit assez naturellement la croissance de la Chine sur le long terme, et ce retournement démographique va se prolonger au cours des années qui viennent. Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur ces provinces intérieures de l'ouest du pays pour renouer avec la croissance ? Oui, elle va s'appuyer bien sûr sur l'essor du marché intérieur, puisque comme la situation sur le marché du travail a changé, les salaires augmentent. Même au cours de cette année, malgré le ralentissement de la croissance, les salaires des ouvriers migrants, qui sont les plus bas salaires, ont augmenté de plus de 10%. Donc on est sur une trajectoire d'augmentation des salaires, qui fait que le pouvoir d'achat interne de la population va augmenter, ce qui n'était pas forcément le cas au cours des 30 années précédentes. Et donc le marché intérieur et la consommation des ménages doit prendre le relais de la croissance. Et ce que l'on observe d'ailleurs, en liaison avec ce changement, c'est un autre élément du changement de régime de croissance, c'est que ces 5-10 dernières années, on observe que la croissance chinoise se redéploie vers les régions de l'intérieur, alors que dans les années 90-2000, c'est la Chine côtière, ce qu'on appelle souvent la Chine bleue, maritime ou verte, qui était le fer de lance à la fois des réformes et de la croissance économique, qui connaissait les taux de croissance les plus forts. Dans les années 2000, et surtout depuis le milieu des années 2000, on voit que c'est les provinces de l'intérieur, surtout les provinces centrales, qui connaissent la croissance industrielle la plus forte, parce qu'un certain nombre d'industries de la côte, où les salaires sont plus élevés que dans l'intérieur, se délocalisent dans les provinces de l'intérieur. Vous avez par exemple la ville de Chongqing, qui est la plus grande ville du monde maintenant. La plus grande ville du monde, et qui a une croissance industrielle extrêmement forte. Donc il y a une espèce de basculement qui se fait de la Chine bleue vers la Chine jaune, la Chine plus terrienne, qui va bien sûr influer aussi sur le mode d'insertion international, parce que cette Chine intérieure est moins dépendante du marché à l'exportation, moins dépendante des investissements étrangers aussi. Donc il y a une espèce de rééquilibrage de la croissance chinoise qui est en voie de se faire, et qui se fera aussi, ça c'est important de le noter, à travers l'urbanisation. Puisque dans les 20 prochaines années, on va assister à un essor de la population urbaine en Chine qui va favoriser la consommation des ménages. Pour conclure en 2 mots, Françoise Lemoine, ce ralentissement de la croissance chinoise, qui est-ce qui l'affecte en premier lieu dans les grandes zones économiques mondiales ? Alors, si l'on regarde les interdépendances au niveau commercial, c'est-à-dire dans quelle mesure les partenaires de la Chine sont dépendants du marché chinois, ce que l'on constate, c'est que l'Union européenne ou les États-Unis sont, sur le plan macroéconomique, assez peu dépendants des exportations vers la Chine. Si vous prenez les pays européens, il y a juste un peu plus de 1% de leur PIB qui va en exportation vers la Chine. Pour les États-Unis, les exportations vers la Chine, c'est moins de 1% du PIB. Donc, ça n'est pas, enfin, sur le plan macroéconomique, l'impact direct
d'un ralentissement de la croissance chinoise ne serait pas majeur, ne serait pas très important sur ces pays. Donc ce serait plutôt les pays d'Asie Par du Sud-Est contre, toute partenaires. l'Asie est devenue, au cours des années, des 10 dernières années, très dépendante du marché chinois. La Chine est un pivot de la division internationale du travail en Asie, est devenu aussi un marché important. Des pays comme le Japon et encore plus des pays émergents d'Asie comme Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, sont devenus très dépendants du marché chinois. Et vous avez aussi tous les producteurs de matières premières, depuis le Brésil, le Chili jusqu'à l'Australie, qui sont devenus très dépendants de leurs exportations vers la Chine, et le ralentissement de la demande de matières premières a un impact à la fois sur les prix et sur leur volume d'exportation vers la Chine. On pourrait dire que la Chine est plus dépendante de nous que nous sommes dépendants d'elle. Par ailleurs, nous sommes directement peu dépendants du marché chinois, mais nous sommes dépendants de ce qui se passe en Chine à travers les répercussions que l'économie chinoise a sur les émergents, sur les producteurs de matières premières. Et par ailleurs, la Chine est beaucoup plus dépendante, effectivement, vous avez raison, de l'Union européenne et des États-Unis que nous le sommes d'elle, puisque si l'on prend en bloc ses exportations vers les États-Unis et l'Europe, c'est plus de 10% du PIB chinois qui vient vers ces deux grandes économies, qui restent finalement encore au cœur de l'économie mondiale. Eh bien, merci Françoise Lemoine, merci d'être venue nous éclairer sur les répercussions de ce ralentissement de la croissance chinoise. Merci beaucoup. Merci à vous.